peux vous parler de cette incapacité d'une très grande proportion de la population à remettre en question tout ce qui est de l'ordre de l'écriture, y compris dans le domaine du langage. C'est un domaine en sorte tabou. On part du principe que ce qui est écrit ou ce qui est transmis est une base valable sur laquelle on peut tabler. Et en ce qui me concerne, je suis tout à fait opposé à cette façon de voir les choses. On nous parle par exemple dans le domaine du religieux, on nous parle, il est écrit dans la Bible ceci, il est écrit dans la Bible cela, et donc on va bâtir à partir de ça. C'est ce qu'on appelle, on bâtit sur du sable. Si vous voulez, tout se passe comme si intellectuellement, on ne pouvait pas gérer une certaine forme d'interrogation. Et donc on passe outre, on dit voilà, écoutez, non, on ne va pas commencer à se reposer certaines questions, on considère que c'est un fait acquis, un fait accompli, et on va travailler à partir de là. Il n'y a qu'une élite qui est capable d'aller au-delà de ce genre de démarche paresseuse et qui correspond à une forme de pénurie, comme on dit, en fait, de nécessité-vertu. On le voit d'ailleurs dans le cas du coronavirus, enfin, c'est un autre problème. Donc, il n'y a que quelques personnes qui sont capables de dire, écoutez, ça, on n'en sait rien, on n'est pas certain de ceci, on n'est pas certain de cela, mais, ce qu'on appelle une approche critique au sens plein du terme, mais dans la plupart des cas, j'entends énormément de discours de religieux, qu'ils soient chrétiens ou juifs, et pour eux, voilà, ce qui est écrit, c'est comme ça, c'est une parole certaine. Hein. N'importe quelle parabole, n'importe quelle légende devient une sorte de certitude. Voilà, les Juifs sont sortis d'Égypte, les Hébreux, on ne sait plus très bien. Et en plus, on ne peut pas accepter l'idée qu'il puisse y avoir des éléments contradictoires, des éléments qui ne collent pas ensemble. Parce que quand les choses ne collent pas ensemble, c'est déjà l'indice qu'il y a un problème, évidemment. Donc on va toujours essayer de montrer, d'harmoniser, de montrer que tout colle bien, tout se combine à merveille, que tout est cohérent. Et le rôle du commentateur et de l'interprète, c'est de valider cette cohérence et de la confirmer. Et ceux qui disent « je ne me contente pas du commentaire », je réfléchis aussi sur la façon dont le document s'est constitué, s'est formé, en combien d'étapes. Alors ça, ces gens-là, c'est ce qu'on appelle une élite. Et il faut probablement avoir une programmation intellectuelle un peu différente pour pouvoir entrer dans cette démarche critique, qui n'est évidemment pas à la portée du premier venu, si j'en calcule. Donc je voulais dire que moi je peux vous donner 4 domaines où on peut mettre en évidence cette impuissance critique. Les Centuries de Nostradamus, où depuis 20 ans que l'on a mis en évidence un certain nombre de choses, ça n'avance pas. Les gens sont toujours bloqués parce que, n'est-ce pas, c'est marqué comme ceci, ça a été publié sous ce nom-là, ça a été publié en cette année-là, et on prend tout et on valide tout parce qu'autrement, c'est le chaos, c'est ingérable, donc on part du principe qu'il faut accepter les choses sans revenir à la deuxième question, la question par exemple de la langue. On apprend très tôt à parler une langue et on va l'apprendre comme elle est et on ne va pas commencer à dire « Ah oui, mais est-ce que ça devrait être comme ça? Est-ce que la langue n'a pas dévié? Est-ce qu'elle n'a pas été corrompue ?» Non, ce sont des questions dont on ne peut pas se payer le luxe à écouter les apologètes. Troisième point,
l'astrologie. Alors là aussi, les astrologues, ils sont tous d'accord, en gros, sur, voilà, il y a le thème astral, et puis on met toutes les planètes qu'on connaît en astronomie, et puis on se débrouille avec ça. Bon. Ça aussi, pour montrer qu'en fin de compte, ce branchement de une forme de divination, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, sur l'astronomie, au point d'accepter et de rechercher de rechercher toutes les découvertes astronomiques depuis notamment la fin du XVIIIe siècle. Bon, voilà, c'est une espèce de mode de fonctionnement qu'on ne peut pas remettre en question parce que on fonctionne comme ça et c'est tout, c'est terminé. Quatrième domaine, évidemment, c'est la question de la Bible. Alors là, l'idée qu'il puisse y avoir plusieurs écoles, plusieurs idéologies qui se sont combinées, qui se sont croisées, ou bien, encore pire, qu'on a utilisé un premier fond et que par-dessus là, on a greffé autre chose, etc. Tout ça, ce sont des questions qui font que les gens saturent, ils ne veulent pas entrer dans ce genre de considération. Et donc, on a comme ça un certain nombre de blocages intellectuels. Et nous avons besoin, par conséquent, de personnages capables d'échapper à ces blocages. Et c'est là qu'on arrive à ce que j'appellerais la dialectique du maître et de l'esclave. La mentalité de l'esclave, c'est d'accepter, tout simplement de se conformer aux desiderata du maître, de ne pas chercher à les contester, mais chercher éventuellement à les appliquer au mieux du possible. Et par contre, si on est du côté des maîtres, eh bien à ce moment-là, on est beaucoup moins impressionné par ce qui a été décidé et on est prêt à remettre en question un certain nombre d'affirmations, de dictates, de décrets, de textes qui sont instaurés, installés, institués, etc. Donc, si vous voulez, il y a là une espèce de dualité, en sachant bien que les deux groupes ne sont pas quantitativement comparables. Il suffirait de quelques dizaines de chercheurs de haut niveau sur le plan de la critique des documents, des textes. Là, je ne parle pas de la recherche dans le domaine de la science dure, là, je parle des sciences molles, comme on dit. Évidemment, là, moi, ce qui m'intéresse, ce sont tout ce qui concerne les domaines des textes. Les textes, les langues, c'est ça qui m'intéresse. Et dans ce domaine-là, il y a énormément de retard. C'est dans ce domaine de la textologie, si vous voulez, qu'il y a le plus de progrès à faire actuellement.